Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. Aujourd'hui, ça tournera sur la dernière vidéo de Capsule Concept qui tournait autour des profils psychologiques des créateurs et des créatrices. Donc les profils psychologiques, on avait élaboré sur les traits de personnalité, sur l'attitude, sur l'état d'esprit ou le mindset en anglais. L'idée aujourd'hui, ce sera de refaire, comme d'habitude, un point critique sur ce que j'ai pu dire, sur ce qui pouvait être faux, sur ce qui pouvait être bien, et on s'aidera, comme d'habitude, d'une interaction avec un chatbot. Alors on passe à la sixième étape, qui est celle où on va essayer de voir des alternatives à ce que j'ai dit, des espèces de projections vers des scénarios, des explications un peu différentes de ce que j'ai pu donner. On va voir s'il arrive à en faire des intéressantes. Et puis après ça, ça sera la fin. Alors c'est intéressant, il nous les met dans un tableau, c'est aussi très très bien au niveau format, je trouve que ça c'est très appréciable. Les explications alternatives ci-dessous montrent que la relation de cause à effet entre les traits de personnalité et la créativité pourrait être inversée, médiatisée ou le fruit d'une autre variable. Médiatisée ici plutôt médiée, au sens où il y aurait un terme médiateur qui ferait le lien entre les traits de personnalité et la créativité. Et qu'en gros ce ne seraient pas les traits de personnalité qui changeraient notre capacité créative, mais il y aurait un troisième terme. Il nous dit quoi? La persévérance est un trait qui permet d'aboutir aux œuvres. L'intérêt profond, motivation intrinsèque, est la cause de la persévérance, et non le trait lui-même. Une personne persévère, non pas parce qu'elle possède un haut trait de persévérance générale, mais parce que le domaine de son projet créatif génère un flux, état psychologique, si intense qu'il la pousse naturellement à surmonter les obstacles sans effort conscient d'autodiscipline. Qu'elle génère un flux, et c'est plutôt le flow, il a traduit ici, mais elle génère un état de flow, qui est un état dans lequel on se laisse absorber par la tâche. Effectivement, la motivation intrinsèque pourrait expliquer un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est plausible et c'est complémentaire. La psychologie du flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, suggère que c'est l'engagement profond qui crée la résilience. L'intérêt serait la variable motrice, rendant le trait de persévérance un résultat de l'activité créative et non sa seule cause. Ok, donc on relie ça aux motivations. Effectivement, c'est un complément intéressant. L'ouverture aux expériences engendre la créativité en fournissant des connaissances à combiner. Ça, c'est ce que j'ai dit. L'adaptation créative aux contraintes environnementales est la source de l'ouverture. Il nous dit les personnes exposées très tôt à des environnements changeants, multiculturels ou instables, l'immigration ou le bilinguisme par exemple, développent une ouverture comme stratégie de survie cognitive, ce qui est ensuite labellisé très créatif. La créativité est donc un mécanisme de défense évolutif. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est plausible, cette explication, elle inverse la causalité, le trait est une adaptation nécessaire à la complexité de l'environnement, qui s'avère ensuite utile à la création. L'ouverture est la compétence pour gérer le chaos reçu. Explication très intéressante, et évidemment, lui, quand il met en lien avec l'environnement, il donne une explication évolutionniste ou évolutive, bah, évidemment, ça ajoute des points qui sont intéressants, et je n'étais pas rentré là-dedans dans ma vidéo Capsule Concept. Alors, sur l'individualisme qui permet de s'extraire de la norme pour créer une œuvre originale. L'originalité est une conséquence de l'incapacité à s'intégrer, l'isolement, et l'individualisme est une rationalisation a posteriori. Il nous propose que ça pourrait aller dans ce sens-là. Certaines personnes créatives n'ont pas choisi l'individualisme pour être originales, mais ont été marginalisées par leurs idées non conformes ou ont éprouvé des difficultés sociales. L'individualisme est alors une façon d'expliquer l'isolement. En gros, on serait individualiste, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que on a été marginalisé et ensuite on a développé ce trait de plus en plus fortement. C'est plausible, cela questionne la nature proactive de l'individualisme. De nombreuses figures créatives ont souffert d'isolement non choisi. Le succès de l'œuvre masque l'origine potentiellement douloureuse ou dysfonctionnelle du trait. Tout à fait d'accord, et ça montre la différence entre l'isolement choisi et la solitude, qui est aussi un des gros problèmes de société actuellement. Donc si vous êtes isolé et que ce n'est pas choisi, clairement, la première des étapes est peut-être d'aller essayer de rencontrer, d'aller voir les gens. Mais c'est parfois difficile, hein. La prise de risque est nécessaire pour s'éloigner du conformisme social. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai affirmé, et il nous montre une alternative. Imaginons que l'impulsivité et une faible inhibition sont les facteurs clés, et la prise de risque n'est qu'une conséquence. Les études suggèrent que les créatifs ont des filtres cognitifs moins efficaces, moins d'inhibition latente, leur cerveau traite plus d'informations inutiles,
ce qui augmente le risque de faire des erreurs ou d'avoir des idées folles, le risque perçu. Le risque n'est pas un choix actif, mais une conséquence d'une cognition hyperactive. Ça voudrait dire que ça relie la créativité à des mécanismes de l'attention et de l'inhibition, suggérant que le créateur est moins capable de ne pas prendre le risque. Donc en gros, des gens seraient moins capables de ne pas prendre le risque, ils n'arriveraient pas à inhiber, ils seraient un peu impulsifs, et c'est ça qui fait qu'on va les juger plus capables de prendre du risque. Intéressant aussi de voir que ça pourrait être un problème, quelque chose qui est jugé comme un problème, l'impulsivité aujourd'hui, mais qui pourrait être là, en l'occurrence, un avantage pour les compétences créatives. Et le dernier, le psychotisme, le flou entre réalité et fiction, favorise l'imagination. On pourrait imaginer que le biais de confirmation rétrospectif fait croire que le psychotisme est favorable. Nous remarquons et célébrons le trait psychotique chez les artistes et inventeurs qui ont réussi, car leurs idées folles ont fonctionné. Nous ignorons la masse des individus qui ont haut psychotisme et dont la vie ou les productions sont devenues chaotiques, improductives ou pathologiques. Il relie ça au biais du survivant, qui est qu'on voit ceux qui ont survécu, mais tous ceux qui sont décédés, on ne les voit plus, ou on n'est pas obligé d'aller sur vivant, mort, mais ça peut être tous ceux qui ont réussi, comme sur YouTube, on les voit et ils nous expliquent comment il faut faire, mais il y en a plein d'autres qui ont fait pareil qu'eux et qui n'ont pas réussi. Le lien est établi en ne regardant que le survivant du processus créatif. Le psychotisme peut être un multiplicateur de risques, soit un grand succès, soit de grands échecs. Donc ça pourrait être aussi intéressant d'aller voir que on confirme rétrospectivement que le psychotisme était une bonne chose pour les créateurs, alors qu'on n'est pas allé voir ceux qui ont aussi du psychotisme et pour qui ça n'a pas du tout aidé à créer. Donc ça pourrait être quelque chose qui amplifie, que ce soit à la fois la capacité créative ou la non-capacité créative, en l'occurrence ici. Alors, il nous donne des scénarios contrefactuels en mettant la question, si X n'avait pas été le cas, que se serait-il passé? Bon, là, il reprend les critiques qu'il a faites avant et les alternatives qu'il a proposées en les creusant un petit peu. Donc, je vais vous les laisser afficher à l'écran et je vais vous les laisser afficher à l'écran et les laisser lire si vous avez envie. Mais c'est la suite continue de ce qu'il a pu générer avant. Et pareil pour les tests empiriques et les expériences de pensée. Là, on commence à rentrer dans du détail assez haut. Et j'ai pas envie, moi, forcément, de faire une expérience scientifique sur ces sujets-là. Mais je vous les laisserai afficher. Et si ça vous intéresse ou que vous êtes du domaine, n'hésitez pas à les prendre ou à les retravailler si ça peut paraître pertinent ou intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Réflexe Critique. Comme vous l'avez vu, beaucoup de choses. Ce coup-ci, Gemini a fait pas mal de précisions. Il a envoyé vers des points conceptuels qui étaient intéressants, des nuances et des complémentarités intéressantes. Je vous laisserai un petit test que j'ai fabriqué avec NotebookLM, qui fait vraiment des choses très intéressantes quand on veut apprendre ou se renseigner sur un sujet. Je lui ai donné mon transcript et j'ai fait tout plein de productions, une infographie, des diapos, une carte mentale aussi, et en l'occurrence des flashcards ici, donc des cartes qui permettent de vous tester. Je laisserai tout ça à disposition et en attendant, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle capsule concept et un nouveau réflexe critique. Allez, ciao! Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.